Bonjour et bienvenue dans le webinaire Fluide de coupe, comment prévenir les risques. Je m'appelle Olivier Boudouconègre, je suis ingénieur conseil à la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté. Donc la CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Nous organisons ce webinaire avec les CARSAT Nord-Est et Alsace-Moselle, mais aussi en lien avec l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu'avec le laboratoire interrégional de chimie de l'Est. Tout d'abord, quelques détails techniques. Il vous sera possible, tout au long de ce webinaire, de poser des questions par écrit. Et un système de modération fera que vous ne pourrez pas voir nécessairement tout de suite les questions que vous avez posées, mais elles seront visibles au bout d'un certain temps. Si toutefois certaines de vos questions restaient en suspens à la fin de ce webinaire, nous vous proposerons un questionnaire à la fin. Ce questionnaire nous permettra également, pour ceux qui souhaitent, de vous envoyer la présentation de cet événement. Donc, le programme de cet événement, eh bien, après une introduction qui sera faite par Madame Mélanie Pi de l'UIMM Franche-Comté et de moi-même, nous passerons la parole à Frédéric Durand, qui est le responsable du laboratoire interrégional de chimie de l'Est, et où il nous parlera de l'identification et du choix des fluides de coupe. Ensuite, Karine Baudouanier, qui est contrôleur de sécurité en CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, nous expliquera quelles sont les pistes pour réduire les émissions de brouillard d'huile et aussi quelles sont les bonnes pratiques pour bien concevoir une installation de ventilation. Cette présentation devrait se terminer vers 14h30 et nous pourrons passer à une phase de questions-réponses. Tout d'abord, une petite remise en contexte. Donc les CARSAT font partie, sur leur volet, en tout cas santé au travail, elles font partie de la branche assurance maladie et risque professionnel, qui possède 3 missions. La première, c'est la prévention des risques professionnels. La seconde, c'est la tarification, qui consiste à déterminer les taux de cotisation des entreprises. Et puis, une troisième mission qui est l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc les CARSAT, en particulier, interviennent sur ces 2 missions, les 2 premières missions que sont la prévention des risques professionnels et la tarification. Donc je vais faire intervenir Madame Mélanie Pi de l'UIMM Franche-Comté. Alors pour des raisons techniques, Madame Pi n'a pas pu nous rejoindre. En revanche, j'ai une vidéo qu'elle nous a laissée. On va diffuser tout de suite. Je suis Mélanie Pi, je suis chargée d'affaires à l'UIMM Franche-Comté. Je remercie la CARSAT pour nous avoir associés à cette réunion, car le risque chimique lié à l'usinage des métaux est un sujet qui concerne bien sûr nos adhérents. Il nous semblait important donc d'être présents à ce webinaire et de relayer bien sûr l'invitation auprès d'eux, même ceux qui ne sont pas ciblés par le programme de prévention risque chimique pro. Nous avons conscience que nos industriels ont besoin d'accompagnement dans cette démarche d'évaluation et de prévention pour mieux appréhender ce risque spécifique qui est lié au fluide de coupe. Car il faut savoir repérer ce risque par rapport aux méthodes de travail, mais également savoir décoder les informations qui sont utiles dans les fiches de données de sécurité. Et cela peut être compliqué. Il est possible de s'appuyer sur les différents acteurs tels que la CARSAT, la médecine du travail et particulièrement les fournisseurs qui doivent avoir un rôle d'information et de conseil auprès des industriels. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter en cas de difficulté dans la lecture de ces FDS. Sur le choix des produits, mais également en fonction de leur utilisation, mais également sur les nouveaux produits de substitution, moins dangereux pour la santé. Alors, j'en profite pour faire la promotion d'outils SciRich, qui est une application informatique permettant d'évaluer ce risque chimique, qui est mis à disposition gratuitement et développé par l'INRS en partenariat avec la Direction générale du travail, la Direction du risque professionnel et des organisations professionnelles. Et l'UIMM, au niveau national, a largement contribué au développement de l'outil et suit ses évolutions.
Alors, c'est un outil qui permet d'aider à la gestion des produits en réalisant cette évaluation, mais également en créant un plan d'action et qui peut avoir aussi de nombreuses fonctionnalités mises à disposition, telles que la réalisation de notices de poste, la traçabilité de données, mais également l'édition d'étiquettes en cas de reconditionnement. Je rappelle également la recommandation R451 sur la prévention des risques chimiques causés par les fluides de coupe dans les activités d'usinage des métaux, qui a été adoptée par le Comité technique national des industries de la métallurgie. Ce document donne toutes les informations, enfin un certain nombre d'informations pertinentes sur le choix d'huile à prendre en compte, mais également sur les mesures de prévention qui pourra compléter en fait la présentation qui va suivre. Alors, de nombreux adhérents de Franche-Comté ont déjà travaillé sur ce sujet avec l'installation de micropulvérisation, mais encore des systèmes de filtration de brouillard d'huile, comme le groupe Strait, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un article dans le mensuel de l'INRS. Alors, je vous remercie, bon webinaire, et je vais redonner la parole à Monsieur Boudou-Conègre. Voilà, donc Madame Pi nous a parlé d'un programme qui s'appelle Risque Chimique Pro. Ce programme est un programme national qui vise à réduire les expositions des salariés, en particulier aux agents CMR, donc les agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Donc on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 2 millions de salariés qui sont exposés à ces agents. Et c'est pourquoi ce programme Risque Chimique Pro va cibler des CMR. Donc dans les CMR qui sont visés par ce programme, il y en a 6, dont les huiles et fluides de coupe, mais il y a aussi les émissions de moteurs diesel, la silice cristalline, les poussières de bois, le formaldéhyde et puis le plomb. Ce programme est une démarche structurée de prévention en 4 étapes. Donc la première étape, c'est d'initier la démarche, et puis ensuite, après avoir fait une évaluation du risque chimique, de définir un plan d'action. La troisième étape consiste en la mise en œuvre de ce plan d'action, et puis la quatrième consistera à mener une réflexion pour pérenniser les actions et rentrer dans une démarche d'amélioration continue en ce qui concerne la prévention du risque chimique. Un certain nombre d'entreprises qui assistent à ce webinaire font partie de ce programme. Si toutefois d'autres entreprises souhaitaient donc en faire partie, c'est tout à fait possible. Donc il suffit de taper dans un moteur de recherche Risque Chimique Pro, ou alors d'aller sur le site de la Sécurité sociale Amélie, et vous pouvez accéder à l'application et prendre contact avec votre CARSAT. Alors, concernant les fluides de coupe, quelles sont les voies d'entrée dans l'organisme? La première voie, c'est l'inhalation. Donc, c'est là où les brouillards d'huile seront vraiment concernés. La deuxième voie, c'est l'exposition cutanée, donc le contact direct avec le fluide de coupe ou le brouillard d'huile. Et puis, la troisième, c'est l'ingestion qui en général est accidentelle et qui peut survenir lorsque par exemple on s'alimente avec des aliments contaminés sur le poste de travail par exemple. Quels sont les effets sur la santé? Donc les fluides d'usinage peuvent être à l'origine de lésions non cancéreuses, comme l'irritation de la peau, qui peut être due à un pH trop élevé des fluides, à des additifs également. On peut avoir des affections respiratoires d'origine non cancéreuse, de nature non cancéreuse, mais certains composants chimiques peuvent être à l'origine d'un potentiel cancérogène. Donc on parlera de cancer du larynx, du pancréas, du rectum ou de la vessie, et qui peuvent être provoqués par certains additifs qui eux-mêmes sont CMR. On peut retrouver également les biocides, l'acide borique, et puis certains métaux qui peuvent être présents, soit parce qu'ils se seront dissous dans les fluides, soit parce qu'ils seront présents sous forme de copeaux ou de fines particules. On retrouvera ainsi du plomb, du beryllium ou du cobalt, voilà, qui peuvent générer beaucoup d'effets néfastes. Pour les huiles usagées,
On reviendra là-dessus, donc les nitrosamines, et puis surtout les HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, que l'on va pouvoir retrouver dans les huiles entières. Ces maladies peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles, et le caractère professionnel peut être identifié grâce à des tableaux qu'on peut retrouver par exemple sur Légifrance. Et donc vous voyez certains de ces tableaux à l'écran, sans rentrer dans le détail évidemment, mais qui sont en lien avec les huiles et fluides de coupe. On va vous parler aujourd'hui de la démarche de prévention pour les risques liés aux fluides de coupe. Et la démarche de prévention, elle va commencer par une évaluation globale du risque chimique. Donc Madame Pi de l'UIMM a mentionné tout à l'heure un outil qui peut être une grande aide dans cette évaluation, c'est SciRich, qui est gratuit. Et cette évaluation du risque chimique va conduire, dans un premier temps, à identifier ou choisir le fluide de coupe. La fiche de données de sécurité, sur laquelle on reviendra aussi, c'est un document très important. La fiche de données de sécurité devra être prise en compte, et en fonction des dangers identifiés, on pourra être amené à substituer le fluide par un autre fluide qui sera moins dangereux. Le process entrera aussi en ligne de compte et pourra parfois être optimisé. Donc une fois que on a étudié les possibilités concernant le fluide de coupe et le process, on va pouvoir s'attacher à réduire les risques résiduels par des mesures de captage des brouillards d'huile, par des équipements de protection individuelle, par des mesures d'hygiène, et enfin par des mesures d'organisation, d'information ou de formation. Donc cette démarche de prévention qu'on va vous présenter, elle est aussi décrite dans un document de référence qui a été également mentionné là juste avant. C'est la recommandation R451 que l'on peut trouver par exemple sur le site de l'INRS. Et donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Frédéric Durand. Donc Frédéric, tu peux activer ta caméra si tu le souhaites. Et Frédéric va nous parler donc de l'identification, c'est-à-dire la première étape en fait qu'on vient de voir, l'identification et le choix des fluides de coupe. Alors. Oui. Alors, juste un petit instant. Est-ce que tu peux partager ton écran s'il te plaît? Oui. Alors, ça vient. Ok. Tac. C'est bon, tu peux commencer. Oui, ben merci Olivier. Donc, je pense que tout le monde voit l'écran. Oui, c'est bon pour tout le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Frédéric Durand, je suis ingénieur conseil à la CARSAT du Nord-Est et je suis également responsable du laboratoire interrégional de chimie de l'Est. L'objectif de la présentation qui va suivre est de vous proposer une démarche de prévention dans le choix du fluide, donc facile à mettre en œuvre afin que vous puissiez la déployer le plus rapidement possible. La finalité est de remplacer un produit potentiellement dangereux par un produit moins dangereux. Dans tous les cas, les agents des CARSAT en charge de vos sociétés se tiennent à votre disposition pour vous conseiller sur le sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et afin de pouvoir commencer une démarche de prévention liée à l'utilisation des fluides de coupe, il faut distinguer deux catégories de fluides. Donc les huiles dites entières ou insolubles dans l'eau, donc généralement utilisées pour leurs propriétés lubrifiantes comme les huiles minérales ou les huiles synthétiques, et les huiles solubles dans l'eau, plutôt utilisées pour leur capacité à limiter des échauffements trop importants comme les huiles solubles, les fluides semi-synthétiques et les fluides synthétiques. Une fois ces deux catégories de définies, il faut se poser la question à savoir quel type de fluide mon entreprise utilise. La réponse est importante car l'approche concernant la prévention du risque chimique est différente selon le type de fluide.
Si vous ne le savez pas, vous avez plusieurs solutions. Le plus simple est de demander à votre fournisseur. Sinon, pour les personnes plus avisées, vous pouvez vous appuyer sur les informations que vous retrouverez dans la fiche technique de l'huile ou la fiche de données sécurité dite FDS. Pour mémoire, il est recommandé, nous recommandons d'avoir des FDS datant de moins de 3 ans et réglementairement, elle doit être en français. Par exemple, si on prend pour l'huile entière, dite insoluble, dans la rubrique 1 de la FDS, vous pouvez avoir des précisions possibles concernant l'utilisation de l'huile. Dans la rubrique 3, vous pouvez avoir la mention d'hydrocarbures. Concernant les huiles solubles, également dans la rubrique 1, vous pouvez avoir des informations concernant la précision possible de l'utilisation de l'huile. Et dans la rubrique 3, pour certains fluides aqueux, vous avez des biocides pour les personnes plus avisées. Il y a d'autres critères qui peuvent vous aider à différencier une huile entière d'une huile soluble. Par exemple, pour une huile entière, si on prend l'aspect de l'huile neuve, si elle est plutôt jaunâtre et translucide, ainsi que la rubrique 9, si vous avez une densité ou une masse volumique inférieure à 1, ainsi que l'indication d'un point éclair, toutes ces informations peuvent vous faire penser que vous êtes en présence d'une huile entière. Concernant les huiles solubles, l'aspect, c'est-à-dire une couleur blanchâtre, laiteuse et opaque, ainsi qu'une indication de pH et une densité supérieure ou égale à 1, peuvent également vous laisser penser que vous êtes en présence d'une huile soluble. Donc, beaucoup de fluides de coupe sont non étiquetés comme produits dangereux. Nous allons voir, malgré tout, que même pour les fluides non étiquetés, que même un fluide non étiqueté peut contenir des produits dangereux. Pour les huiles entières ou non solubles, 3 types de dangers sont possibles. Donc, les dangers intrinsèques aux huiles entières, les dangers liés aux conditions et fréquences d'utilisation, et les dangers liés aux métaux travaillés et à la composition des outils utilisés. Pour les huiles solubles, également 3 types de dangers sont envisageables. Les dangers intrinsèques aux huiles solubles et aux produits néoformés, les dangers liés à son vieillissement et les dangers liés aux métaux travaillés et à la composition des outils utilisés. Nous avons bien conscience qu'il est difficile de trouver un fluide de coupe sans danger. Cependant, on peut réduire ceux-ci tout en préservant leurs propriétés nécessaires à votre procédé. Donc, nous allons commencer par traiter le cas des huiles entières. Quelle démarche de prévention? Donc, concernant la dangerosité intrinsèque, une famille de composés chimiques avec laquelle il faut être vigilant sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, généralement cancérogènes, donc dits HAP, qui peuvent être présents dans les huiles neuves entières insuffisamment raffinées. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon le degré de raffinage de l'huile, celles-ci contiennent plus ou moins de CHAP. Cependant, la présence de ces composés chimiques dans les huiles entières est heureusement plutôt rare aujourd'hui. Également dans les huiles recyclées, donc ce sont des huiles fabriquées à partir d'huiles réutilisées, et les huiles régénérées. Donc ce sont des huiles usagées traitées pour réutilisation. Concrètement, si en rubrique 3 de la FDS, donc de la fiche de données sécurité, on a soit une absence d'une mention du type huile sévèrement raffinée contenant moins de 3% d'extrait de 2-MSO mesuré selon la méthode IP346, ou soit la présence d'une indication du type mélange d'huile, il faut prioriser la substitution. En d'autres termes, demandez à votre ou à vos fournisseurs un produit répondant à vos besoins, mais précisons bien en rubrique 3 la mention citée précédemment, c'est-à-dire huile sévèrement raffinée contenant moins de 3% d'extrait de 2-MSO mesuré selon la méthode IP346, et s'assurer également qu'elle n'est pas issue d'un mélange d'huile conduisant à suspecter la présence d'huile recyclée. Concernant la dangerosité liée aux conditions et à la fréquence d'utilisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la entière évolue au cours de son utilisation. Dès que la température est supérieure à 600 degrés Celsius, il y a une possibilité de génération de CHAP, vu précédemment. La question à se poser à ce moment est à quelle température mon procédé d'usinage travaille. Si la température est inférieure à 600 degrés Celsius, a priori, la probabilité est très faible de formation de CHAP. Par contre, si la température est supérieure à 600 degrés Celsius, alors il y a un risque de formation de HAP, à la fois par inhalation, par ingestion et cutanée. Il faut alors appliquer la démarche de prévention du risque chimique, c'est-à-dire réduire les risques en privilégiant les mesures de protection collective comme mécanisation, encoffrement, système clos, etc. par rapport aux mesures de protection individuelle,
former et informer les salariés sur les risques et leurs pressures, les mesures d'hygiène et le port de pays, notamment pour le risque cutané. Lors de votre évaluation des risques, par exemple, un dégagement de fumée au niveau de l'outil, une température de l'huile supérieure à celle préconisée par le fournisseur ou un rougeoiement des copeaux sont des indices de conditions d'usinage particulièrement sévères des huiles entières. Il faut bien sûr à ce moment se poser la question du risque de formation de HAP. Concernant la dangerosité liée aux métaux travaillés et à la composition des outils utilisés. La démarche de prévention du risque chimique. En effet, lorsque vous travaillez des métaux en présence d'un fluide de coupe, celui-ci se charge en particules métalliques et la dangerosité sera d'autant plus importante que les métaux usinés et les outils utilisés contiennent les éléments métalliques comme le cobalt, le nickel, le chrome, le beryllium et le plomb par exemple. C'est pourquoi il est important pour vous d'identifier la composition des métaux en présence. De plus, dans tous les cas, pour les process qui possèdent un système de filtration type grille de filtration, il est fortement recommandé de le nettoyer régulièrement, lorsque nécessaire, ou à minima toutes les semaines. Nous allons traiter maintenant le cas des huiles solubles. Quelle démarche de prévention? Alors, concernant la dangerosité intrinsèque, ce qu'il faut, c'est vérifier à la rubrique 3 de la fiche de données sécurité l'absence d'amines secondaires telles que la diéthanolamine ou la morpholine et d'amines tertiaires comme la triéthanolamine. Ces molécules, en présence d'autres composés, peuvent réagir pour former des produits cancérogènes. Il faut également vérifier en rubrique 3 de la FDS l'absence d'acide borique et de borate, de formaldéhyde et de libérateur de formaldéhyde. En cas de présence d'une de ces molécules, il faut prioriser la substitution. Ces noms, bien sûr, peuvent vous paraître barbares, c'est pourquoi nous vous fournirons une liste concernant tous ces produits chimiques avec leur numéro CAS. Elle peut être imprimée et donnée au fournisseur pour lui demander des huiles sans ces substances et répondant à vos besoins. Concernant la dangerosité liée aux produits néoformés, si la présence d'amines secondaires ou tertiaires citées précédemment sont non substituables. S'il y a une impossibilité technique de supprimer la présence d'amines secondaires ou tertiaires, il faut éviter l'atelier de nitrate dans l'eau et de nitrite dans les huiles. En effet, il peut y avoir une réaction chimique avec les amines précédemment citées, conduisant à la formation de nitrosamines dont certaines sont classées cancérogènes. Si par exemple, vous avez la présence dans votre atelier de sources d'oxyde d'azote, comme des moteurs diesel, soudage à l'arc, alors il faut travailler sur l'organisation de l'atelier et du travail afin de limiter tout risque d'interaction des oxydes d'azote avec le bain d'huile. Si vous utilisez une eau de dilution ne provenant pas du réseau d'eau potable, il faut alors contrôler la teneur en nitrate qui doit être strictement inférieure à 50 mg par litre. Attention, dans le cas où un traitement de l'eau s'avérait nécessaire, celui-ci peut vite s'avérer coûteux. Et il faut vérifier que le fluide utilisé ne contient pas de nitrite en demandant simplement au fournisseur ou en consultant la rubrique 3 de la fiche de données sécurité. Si vous avez des nitrites de présents dans votre fluide, il faut prioriser la substitution. Sinon, il fait des bains par test bandelette colorimétrique nitrite avec un objectif d'une concentration nitrique inférieure à 20 mg par litre. Et en cas de dépassement, il faut renouveler le bain. Concernant la dangerosité liée à leur vieillissement, du fait de leur composition et du fait qu'elles sont généralement utilisées diluées, comme toute solution en milieu aqueux, le développement de micro-organismes est quasi inévitable. Ceux-ci peuvent se multiplier et dégrader l'huile soluble ayant un impact à la fois sur la santé des salariés et sur la performance des fluides et donc de votre process. En effet, un fluide dégradé n'aura plus les mêmes propriétés physico-chimiques et donc ne répondra plus aux besoins initiaux. De plus, le risque de colmatage des filtres et orifices sera augmenté. C'est pourquoi le suivi de la qualité des bains est essentiel. Il est donc fortement recommandé de suivre les paramètres du bain préconisés par le fabricant qui propose généralement un kit de surveillance. Ces paramètres comme le pH, la concentration, entre autres, sont listés dans la recommandation CNAM R451, citée précédemment.
De plus, idéalement, il faut savoir qu'il est important de maintenir une température des bains inférieure à 25 degrés. En effet, au-dessus de 25 degrés, il y a une augmentation du développement de ces micro-organismes. Cela peut conduire, par exemple, à suivre plus régulièrement les bains en été. Donc, comme vous l'aurez compris, tenir compte de ce risque, car il y a un impact direct sur la santé des salariés et sur le procédé, car les propriétés physico-chimiques du fluide seront altérées. Concernant la dangerosité liée aux métaux travaillés et à la composition des outils utilisés, on l'a vu précédemment avec les huiles entières, la problématique est la même, à la différence que certains fluides peuvent dissoudre certains métaux. Pour la rectification des carbures frités, par exemple, il est recommandé d'utiliser des fluides spécifiques ne dissolvant pas le cobalt, c'est-à-dire des fluides sans amines ni réactifs complexants. Il y a une note documentaire qui s'appelle la ND 2148 qui est disponible sur le site de l'INRS sur le sujet. À savoir que la solubilité du cobalt dans les fluides est favorisée lorsque la concentration en fluide est importante. C'est pourquoi nous préconisons d'abaisser la concentration si bien sûr votre process le permet, et lorsqu'il y a présence de composés aminés ou de substances chimiques favorisant la formation de complexes solubles du cobalt. C'est pourquoi il est important de se poser la question à savoir si vous utilisez des alliages contenant du cobalt. Si c'est le cas, demandez à votre fournisseur du fluide s'il dissout le cobalt. Si oui, priorisez la substitution de l'huile. Comme précédemment, pour les process qui possèdent un système de filtration type grille de filtration, il est fortement recommandé de la nettoyer régulièrement, lorsque cela sera nécessaire, ou à minima toutes les semaines. En résumé, si vous possédez des fluides de coupe, il vous suffit de suivre la démarche qui vient d'être décrite. Si vous souhaitez en acquérir, vous l'aurez compris, il y a des conditions à suivre et des paramètres également. N'hésitez pas auprès de vos fournisseurs à leur demander des fluides répondant à vos besoins et exempts des molécules précédemment citées. Pour toute démarche de prévention, vous aurez donc besoin des fiches de données sécurité, notamment celles des biocides si vous en rajoutez, des fiches techniques des produits et des conditions d'utilisation préconisées par le fournisseur et le fabricant, ainsi que la liste des matériaux usinés et des outils d'usinage et leur composition. Il vous faudra bien évidemment tenir compte du risque ATEX. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, donc je suis Karine Baudouanier, je suis contrôleur de sécurité à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté en Saône-et-Loire. Donc je vais vous présenter notamment la démarche de prévention liée au brouillard d'huile sur la base d'un support principalement réalisé par notre laboratoire de mesures physiques dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Donc Frédéric vous a parlé des dangers intrinsèques des fluides, mais aussi des dangers liés à leur dégradation thermique, à leur enrichissement en métaux ou à leur dégradation biologique pour les huiles solubles. Maintenant, nous allons parler des brouillards d'huile, avec tout d'abord les brouillards d'huile. En fait, lorsque l'on usine, notamment sous fluide de coupe, ou lorsque on utilise la soufflette sur des pièces souillées, une partie du fluide est transformée en aérosol. Et donc, cet aérosol peut contenir des produits dangereux lorsqu'ils sont inhalés par les salariés qui sont dans l'environnement. Les facteurs donc, qui influent sur la quantité de brouillard d'huile sont notamment la diffusion du fluide, notamment sa pression, son débit, la nature de la buse de diffusion, la durée de diffusion, mais aussi les paramètres d'usinage, avec notamment les vitesses par exemple de la pièce. Donc, comme je vous l'ai dit, l'utilisation de la soufflette est générateur de brouillard d'huile, notamment lorsqu'on souffle les pièces ou lorsqu'on souffle les machines. Autre élément sur lequel on reviendra, c'est la qualité et la composition de l'huile, mais aussi les facteurs d'ambiance de l'atelier, c'est-à-dire la présence ou non de captage à la source ou de ventilation générale de l'atelier qui augmente, en cas d'absence, peuvent augmenter la présence de brouillard d'huile dans l'environnement des salariés. Il faut savoir que le brouillard d'huile ne se voit pas forcément, qu'il reste en suspension pendant plusieurs heures et
qu'il est dans l'environnement respiratoire. Donc, après avoir mené les démarches décrites par Frédéric, vous pouvez mener des démarches pour réduire ces brouillards d'huile, notamment en agissant sur tous ces facteurs, notamment la réduction de l'utilisation de la soufflette lorsque ça est possible. Et on va voir donc dans un premier temps que vous pouvez agir sur le procédé d'usinage, mais aussi sur le choix du fluide. Donc on va passer en revue les techniques d'usinage du plus émissif au moins émissif en termes de brouillard d'huile, avec l'arrosage basse pression en usinage traditionnel ou l'arrosage haute pression, où là, ce sont les procédés qui sont les plus émissifs. Déjà, une mesure de prévention pour réduire les brouillards d'huile, c'est d'arrêter l'arrosage lorsque l'on n'est plus en usinage. Autre procédé qui génère donc moins de brouillard d'huile, mais qui génère quand même des polluants, c'est l'usinage par électro-érosion. Donc là, en revanche, on a un polluant qui est la décomposition thermique du fluide diélectrique. Une autre technique qui, elle, justement, permet de réduire fortement les brouillards d'huile, c'est la micro-lubrification, dont vous a parlé d'ailleurs Madame Pi, qui permet d'ajuster la quantité au plus juste de fluide pour permettre l'usinage. Une technique qui n'utilise pas du tout de fluide de coupe, forcément, puisque c'est l'usinage à sec, qui est adapté pour les métaux plutôt tendres. En revanche, là, on pourra avoir forcément des émissions particulières, de poussière, donc de métaux. Autre usinage, pour ma part, que je n'ai jamais vu, mais qui existe, hein, c'est l'usinage cryogénique, qui là aussi émet forcément des particules particulières, mais qui présente aussi un risque anoxie. Donc, en conclusion, sur la technique d'usinage adaptée à choisir, elle doit être adaptée forcément sur l'usinage que vous avez à réaliser, mais il faut aussi prendre en compte que certaines techniques sont plus ou moins polluantes et qui émettent plus ou moins de brouillard d'huile. Donc, c'est à prendre en compte dans votre choix de technique d'usinage. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher donc, des fabricants de machines, de votre profession et notamment du CETIM. Il faut savoir aussi que certains fluides d'usinage émettent plus ou moins des vapeurs et des aérosols, notamment en fonction de la viscosité. Donc, il est important de faire des essais et de bien voir avec le fournisseur quel est le fluide le plus adapté à votre usinage en intégrant justement la donnée qu'il soit le moins émissif en termes de brouillard d'huile. Je rappelle aussi que la dangerosité du fluide est liée aussi à sa pureté, comme vous l'a expliqué Frédéric. On peut avoir un chargement du fluide en polluant, notamment métallique, mais aussi avec de la dégradation. Donc, il est vraiment important d'avoir un bon système de filtration pour limiter la dangerosité des brouillards émis. Une fois que l'on a mis en œuvre ces démarches de réduction de production de brouillard d'huile, il est nécessaire d'assainir l'atmosphère et on va voir dans cette partie comment on peut mettre en place une ventilation, une extraction, afin qu'elle soit le plus simple, le plus pratique et le plus efficace pour vous. Cela démarre par le respect des 9 principes généraux de ventilation. On va développer surtout les 2 premiers avec l'enveloppement au maximum de la zone d'émission du polluant et le capteur, il est nécessaire qu'il soit au plus près de la zone pour bien capter tous les polluants. Évidemment, il ne faut pas que l'opérateur ou les voies respiratoires de l'opérateur se trouvent entre la source de pollution et le dispositif de ventilation. D'utiliser les mouvements naturels des polluants, notamment lorsqu'ils sont chauds, ils ont forcément plus tendance à être ascendants.
Une fois qu'on a capté ces polluants, forcément, il faut induire une vitesse suffisante pour justement qu'ils soient extraits par le système de ventilation avec une bonne répartition de l'air pour justement qu'il soit bien capté et évacué par l'installation. Lorsque l'on extrait de l'air d'un atelier, pour que l'installation de ventilation fonctionne bien, il est nécessaire de compenser forcément les débits que l'on aura extraits. Donc on le verra aussi après. D'éviter les courants d'air et bien sûr, une fois que le polluant a été traité, de le rejeter en dehors des zones d'entrée d'air. Donc, une installation de ventilation est composée de 4 groupes distincts. Le premier sur lequel on va largement s'étendre, c'est le captage des polluants. Une fois que l'on a notre capteur, on a un réseau de transport de cet air pollué qui amène à un système de traitement de l'air avant rejet. Et le dispositif de compensation, donc forcément, de cet air que l'on a extrait. Le premier système qui compose une installation de ventilation, c'est le captage des polluants. Il est vraiment très important qu'il soit conçu au mieux pour qu'il soit vraiment le plus efficace. Donc on va chercher à capter déjà les émissions principales de polluants qui se trouvent généralement au niveau des centres d'usinage et des machines-outils. On ira aussi capter les émissions secondaires, notamment lorsque ceux-ci sont chauds, où on a plus de risques d'avoir des émissions, notamment au niveau des bacs de chute de copeaux ou au niveau des systèmes de filtration, des huiles et des fluides de coupe. On verra aussi des exemples de captage sur des activités secondaires qui sont le soufflage des pièces et un exemple aussi sur un poste d'affûtage. Un premier exemple, on va dire que c'est vraiment le cas idéal, c'est-à-dire qu'à la conception, la machine est complètement encoffrée. Donc là, pour un installateur, pour un professionnel, il est assez simple d'installer un système de ventilation, d'extraction que l'on voit ici, avec de l'autre côté forcément une entrée d'air, pour assurer un balayage de la zone d'usinage. On pensera à intégrer une temporisation à l'ouverture de la porte pour bien être sûr que lorsque la porte s'ouvre, le polluant ne soit plus présent. Lorsque l'on a des machines qui ne sont pas complètement fermées, on peut ajouter par exemple des systèmes de soufflet. On verra après que pour pouvoir bien capter les polluants, il faut vraiment que la zone, le captage se fasse au travers d'un encofrement le plus important possible, mais surtout qu'il ne gêne pas l'activité du salarié ni de la maintenance, que ce soit pour son besoin de vision ou son besoin d'action ou de réglage. Autre exemple de captage d'encofrement sur un tour conventionnel, où on voit le système qui est mobile. Et donc qui permet justement aux salariés de mettre en place ces pièces, le réglage et le nettoyage. Autre dispositif de captage, un exemple sur une rectifieuse, et là aussi un exemple sur un bac de réception des copeaux, donc qui est complètement capoté et qui est aspiré. Et un autre système aussi sur un bac, une centrale de filtration des huiles. L'activité, la mise en œuvre de la soufflette est vraiment génératrice de brouillard d'huile. Elle est aussi très bruyante, hein, notamment quand on la met en contact avec, lorsqu'on propulse l'air sur des pièces métalliques. Il est important déjà de travailler sur la réduction du soufflage, la suppression même encore mieux, notamment en ayant un autre système de nettoyage par machine à laver, par exemple. Après, il y a certains cas où on ne peut pas utiliser, on ne peut pas supprimer ce soufflage. Donc dans ce cas-là,
on peut mettre en œuvre ce système de ventilation, hein, qui est un système avec un dos réaspirant qui permet donc aux polluants d'être extraits par le réseau. Autre système, c'est le soufflage automatique. Donc là, on est à l'intérieur de la machine-outil lors de l'usinage. Vous avez un exemple, on ne voit pas forcément très bien, d'une ailette qui se positionne au-dessus de l'outil et donc qui crée un mouvement d'air qui permet de chasser les copeaux. On peut aussi intégrer un système de soufflage à l'intérieur de la machine, mais là, forcément, vous l'avez bien compris, il faut que la machine soit complètement encoffrée. Autre dispositif sur un autre poste qui est les postes d'affûtage, où là, on voit un système d'extraction avec un encoffrement qui englobe justement une partie de la machine qui permet d'évacuer les brouillards d'huile, avec, comme vous l'a expliqué Frédéric, que notamment pour l'affûtage des outils en carbure, on peut avoir un dégagement de cobalt qui est présent dans cet outil et que ce cobalt est classé cancérigène, probable cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc, vous l'avez bien compris, la première chose à regarder, et c'est là où vous avez tout intérêt à travailler dessus avant de consulter, c'est vraiment le captage. Mais cependant, les limites, ce sont les systèmes de captage, les grands centres d'usinage ouverts où à la conception, la machine n'est pas encoffrée. Donc là, il y a des réelles difficultés à mettre en œuvre un captage et brouillard d'huile. En revanche, on peut, on va dire, travailler à l'envers, c'est-à-dire que si on a un poste de commande où le salarié est présent, on peut lui insuffler de l'air neuf en basse vitesse pour que lui soit en air salubre. N'empêche que dans l'atelier, on aura des brouillards d'huile que l'on pourra évacuer par une ventilation générale. Donc, j'ai insisté sur cette partie captage parce qu'elle est vraiment très importante et c'est vraiment cette partie sur laquelle vous pouvez travailler en amont. Mais le captage, comme je vous l'ai dit, l'efficacité du dispositif du captage est vraiment liée à sa forme, à son positionnement qui doit être au plus près des polluants. Et forcément, derrière, il faut qu'il y ait suffisamment de puissance, mais ça peut être de puissance, de débit, de données aéroliques associées pour que les polluants ne ressortent pas justement de cet encoffrement et qu'ils soient bien évacués par le système d'extraction. L'idéal, c'est de réaliser un essai, déjà pour vérifier que le encombrement que vous réalisez soit compatible avec l'activité du salarié. Donc, comme vous l'avez vu, il est parfois nécessaire de modifier la machine pour créer un captage efficace et qui mette en jeu des débits pas trop importants. Donc, dans ce cas-là, vous devez modifier la machine. Donc, il faut prendre quelques précautions. Il faut bien penser à ne pas dégrader le niveau de sécurité de la machine, constituer un dossier de la modification que vous avez réalisée et faire votre évaluation des risques après la modification. Pour vous aider, vous avez un guide, le guide technique relatif aux opérations de modification des machines et des ensembles de machines mises en service du ministère du Travail de juillet 2019 que vous retrouvez sur travail-emploi.gouv.fr. Donc, j'ai bien insisté sur le captage. Maintenant, le deuxième composant d'une installation de ventilation, d'extraction, c'est le transport de l'air. Là aussi, il est important pour le concevoir, certaines données sont à étudier avant la consultation, notamment votre taux de fonctionnement des machines. En fait, le type de réseau va être défini en fonction de votre taux de fonctionnement, c'est-à-dire est-ce que vous avez un atelier avec 100% des machines qui fonctionnent 100% du temps,
Ou alors, est-ce que vous avez un atelier avec beaucoup de machines et avec des machines qui fonctionnent pas forcément tout en même temps? Là, c'est important pour le concepteur de bien avoir ces éléments-là. Le réseau, il est important qu'il soit fait de manière correcte pour réduire les pertes de charge, mais aussi pour éviter ce que l'on peut voir ici, la rétention des huiles, qui peut présenter des risques incendie. Une petite donnée technique, pour les brouillards d'huile, on demande à ce que dans le réseau, on ait des vitesses de 7 à 12 mètres par seconde. Et pour faciliter tout ce qui est maintenance, il est important que votre réseau prévoit des pentes avec des dispositifs de purge. Tous ces éléments, que ce soit sur le captage ou sur les données, on va dire vraiment techniques, sur le réseau de transport, mais vous verrez aussi sur toute la problématique du captage et du traitement des aérosols de fluide de coupe, est bien expliqué dans le guide de l'INRS téléchargeable sur le site ED 972. C'est un document auquel je vais faire référence de nombreuses fois. Le troisième composant d'une installation de ventilation, c'est le traitement de l'air avant rejet. Ah, j'ai oublié une petite chose, ça m'a fait penser. C'est qu'il est important, par exemple, dans le réseau de transport, au plus près de la machine, de prévoir déjà une première filtration, notamment en tricométallique, pour déjà filtrer les plus grosses particules pour qu'en fait, elles ne viennent pas encrasser le réseau d'extraction. Et là, ça permet de récupérer aussi le fluide de coupe. Là, ce qu'on recherche dans une installation d'extraction, c'est justement de soustraire les salariés à un risque d'inhalation des brouillards d'huile. Donc là, c'est vraiment très intéressant de mettre ces systèmes-là au plus près déjà des machines. Donc, une fois que l'air a passé ce premier étage de filtration, là, on peut aller vers d'autres traitements avant rejet. Je ne vais pas tous les passer en revue. Le fameux guide de l'INRS vous les liste et vous donne justement les efficacités en fonction de votre problématique. Sachant que l'objectif est de réduire autant que possible le rejet des polluants en extérieur. Dans une installation de ventilation, il est important aussi d'avoir des alarmes qui vous avertissent justement quand l'installation a un problème, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus les bonnes vitesses ou les bons débits, il est important d'avoir ce système que l'on appelle un contrôle en continu des performances qui est prévu réglementairement, donc avec des alarmes sonores et visuelles. Le quatrième composant d'une installation de ventilation, c'est le ou les dispositifs de compensation de l'air extrait. Alors, le moins, on va dire, énergivore, mais qui n'est pas toujours réalisable, c'est de compenser directement à l'intérieur de l'encoffrement, ce qui permet vraiment d'avoir une garantie des données aéroliques et de ne pas prendre l'air extérieur. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours possible surtout. Sinon, vous avez des systèmes de compensation d'air neuf qui sont diffusés via des gaines textiles micro-perforées ou des caissons métalliques micro-perforés qui diffusent l'air neuf donc en basse vitesse pour éviter les courants d'air sur les opérateurs. Vous pouvez aussi intégrer à ce système d'introduction d'air un système d'échangeur pour justement récupérer l'énergie. Nous avons vu qu'une installation de ventilation, pour qu'elle soit vraiment efficace, pratique, et qu'elle soit adaptée à vos besoins, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre d'éléments. C'est pourquoi, quand vous avez un projet de système de ventilation, il est nécessaire, comme je vous l'ai expliqué, de bien analyser vos situations de travail, notamment les possibilités d'encoffrement, mais aussi comment fonctionnent vos installations pour vraiment identifier vos besoins. Et il est important de mettre ces éléments dans un cahier des charges et aussi d'intégrer dans ce cahier des charges
des éléments comme la réception que l'on va voir juste après. Et tous ces éléments sont cités toujours dans le guide de l'INRS D 972, mais aussi dans la fiche technique 08 émise par la CARSAT Nord-Est que vous retrouverez sur le site, qui reprend donc les 4 exigences minimales de prévention à demander à son fournisseur. Donc, pour vous aider lorsque vous avez un projet de ventilation, vous avez donc les agents de CARSAT, que ce soit comme moi, les contrôleurs de sécurité ou les ingénieurs conseils. Soit vous connaissez déjà votre interlocuteur, soit vous pouvez contacter vos interlocuteurs au travers de ces adresses mail. Elles vous seront redonnées à la fin de la présentation. Nous pouvons, nous, contrôleurs ou ingénieurs conseils, faire appel à nos laboratoires interrégionaux de chimie et de mesures physiques pour nous aider justement dans le diagnostic, dans des conseils techniques, mais aussi dans le contrôle de devis, dans des contrôles finaux ou dans l'évaluation de l'exposition et même dans l'analyse de fusion et sécurité. Une fois que vous avez bien rédigé votre cahier des charges, donc vous allez chercher un installateur. Et une particularité qui a été proposée par la CARSAT Nord-Est, c'est un réseau qui s'appelle CAR1Vent, CARSAT Installateur Ventilation, où en fait des installateurs et des distributeurs ont été formés aux bonnes pratiques du réseau. Vous retrouvez ces listes de distributeurs et d'installateurs sur le site de la CARSAT Nord-Est et en tapant dans votre moteur de recherche CAR1Vent, vous tombez rapidement dessus. Ou notamment dans les devis, on veut retrouver des bonnes pratiques et notamment ce que nous allons voir maintenant, c'est la réception des installations, la formation aux installations et le dossier d'installation. En effet, lorsque vous avez mis en œuvre une installation de ventilation, il est nécessaire de l'entretenir, la maintenir et de la suivre, et notamment de contrôler une fois par an vos données aéroliques. Donc là, vous avez un guide de l'INRS qui est l'ED 6008 qui regroupe justement les éléments pour constituer ce fameux dossier d'installation de ventilation avec notamment les plans, les notices et les conseils pour entretenir, maintenir et suivre votre installation. Autre élément qui est important de prévoir dans votre cahier des charges, c'est que votre installateur doit vous fournir les valeurs de référence. Les valeurs de référence, on parle des valeurs aéroliques, c'est-à-dire qu'il doit s'engager dans son devis à assurer les valeurs, par exemple, que je vous ai donné, notamment la valeur de transport, mais aussi la valeur de captage, et donc aussi le débit de l'installation. Donc, il est important aussi d'obtenir ces valeurs de référence à la réception de l'installation. Donc là aussi, vous avez un guide de l'INRS qui est le D 6366 qui vous aide pour la réception et le contrôle de l'installation de ventilation. Donc voilà les éléments principaux à suivre pour concevoir son installation de ventilation. Maintenant, nous allons voir les autres mesures complémentaires à celles que Frédéric déjà vous a exposées sur le fluide de coupe en lui-même et celles que je vous ai présentées sur les brouillards d'huile, avec les mesures, on va dire, un peu moins pérennes, mais qui sont nécessaires, les équipements de protection individuelle, les mesures d'hygiène et les mesures liées à l'organisation et à la formation. Alors tout d'abord, les protections individuelles. Donc, vous devez déterminer vos protections individuelles en fonction de votre évaluation des risques. Pour la protection cutanée, on préconise plutôt des gants à manchettes longues en nitrile ou en néoprène. Il est préférable de proscrire le latex qui a une résistance inférieure aux huiles et notamment qui peut provoquer des allergies. Et là, forcément, les gants peuvent présenter certains risques. Donc, par rapport notamment à la présence d'organes mécaniques en mouvement. Donc, c'est vraiment l'évaluation des risques qui va vous permettre de déterminer les bonnes protections individuelles à mettre en œuvre. C'est aussi donc les vêtements de travail
notamment qui couvrent les bras, des tabliers si besoin, voire des lunettes télévisuelles, là pareil si besoin. Vous pouvez vous référer à la rubrique 8 de la fiche données de sécurité. On peut utiliser une protection respiratoire. Normalement, dans le cas habituel d'un atelier, elle n'est pas nécessaire. En revanche, s'il y a des activités particulièrement polluantes, notamment du nettoyage, il peut être intéressant de porter une protection respiratoire. Autre mesure à rappeler dans l'atelier, ce sont les mesures d'hygiène, notamment de ne pas garder les chiffons souillés dans ses poches, ne pas boire, manger ou mâcher dans les ateliers, bien se laver les mains avant de boire, fumer ou manger, de manger dans des locaux propres après avoir quitté ses vêtements de travail et s'être nettoyé le visage et les mains, de prendre une douche en fin de poste, de disposer dans le vestiaire d'une armoire compartimentée avec une partie pour les vêtements de ville et une partie pour ceux destinés au travail. Et à noter que comme on est en polluant spécifique, l'entretien des vêtements de travail est à la charge des entreprises. Autre mesure que vous pouvez mettre en œuvre, c'est déjà de limiter le nombre de personnes exposées, notamment si c'est possible, que les personnes qui ne sont pas sur les machines, qui peuvent faire du contrôle de pièces ou qui peuvent faire de l'administratif, par exemple, d'avoir des locaux dédiés pour ces personnes-là qui ne soient pas dans l'atelier. Il est important aussi de bien gérer ces déchets. À noter que les déchets de fluide de coupe sont considérés comme des déchets dangereux, donc à éliminer via une filière habilitée. Il est important aussi de rappeler aux personnes qui sont en contact avec les fluides de coupe et les brouillards d'huile les dangers et les moyens de se prévenir de ces dangers, ces risques. Que ce soit pour les personnes en permanence salariées habituelles, mais aussi pour les nouveaux embauchés, les travailleurs temporaires, sous-traitants et autres. Voilà. Donc en conclusion, un petit rappel de la démarche de prévention des risques liés aux fluides de coupe qui commence par votre évaluation des risques. Dans cette évaluation des risques, on va commencer par une identification des dangers avec, comme vous l'a expliqué Frédéric, on s'intéresse déjà au fluide en lui-même. Est-ce qu'il est dangereux, pas dangereux, au travers de la fiche de sécurité. Mais il faut aussi prendre en compte les produits usinés et les outils, ainsi que sa dégradation, son enrichissement. Après, une fois que vous avez identifié les risques présents, il est nécessaire d'évaluer justement l'exposition de vos salariés à ces dangers, que ce soit par contact ou par inhalation. Donc, une fois que vous avez ces éléments-là, vous pouvez faire votre évaluation qui découle forcément sur un plan d'action pour soit substituer un produit dangereux, soit supprimer une activité comme le soufflage, mais aussi avoir des actions de réduction d'émissions de brouillard d'huile, comme je vous l'ai expliqué avec le procédé ou le choix des fluides, mais aussi un moyen qui peut être aussi le captage de la pollution résiduelle de brouillard d'huile, les équipements de protection individuelle, les mesures d'hygiène et les mesures d'organisation et de formation. Comme Madame Pi et mes collègues vous l'ont déjà cité, vous retrouverez ces mesures dans la recommandation R451 qui découle de votre branche professionnelle où vous avez ces éléments-là. Une petite synthèse bibliographique, sachant que dans le support, on vous en propose une un peu plus conséquente. Donc, je ne reviens pas sur la recommandation R451. Vous avez aussi le dossier web de l'INRS. Une brochure que je trouve particulièrement pratico-pratique pour les entreprises, c'est une brochure qui a été faite à plusieurs mains, et notamment la CARSAT et la Directe de Centre-Val de-Loire. La fameuse brochure auquel je me suis référée plusieurs fois sur le captage et le traitement des fluides de coupe, le guide de ventilation de l'INRS, le D972, et une étude là un peu plus conséquente, mais de l'ANSES,
qui fait un état, qui est de 2012, qui fait un état des connaissances sur les usages et les expositions et les pratiques de prévention en France. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer maintenant la parole à Olivier pour vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine. Donc, vous allez voir apparaître sur la droite de votre écran, dans la zone des questions-réponses, un lien qui vous permettra d'accéder au questionnaire dont je vous ai parlé au début, puisque nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc, je rappelle que ce questionnaire peut vous permettre d'obtenir la présentation qui vous est faite aujourd'hui. On vous l'enverra, donc si vous nous laissez votre adresse email. Et également, donc on a plusieurs questions qu'on va regarder, et il y en a une qui nécessite un peu de réflexion de notre part, c'est celle de Monsieur Lutin. Existe-t-il des recommandations concernant le classement ATEX des brouillards d'huile? Donc là, il faut qu'on se documente là pour vous faire une réponse un peu plus précise que ce qu'on pourrait vous faire à l'oral. Donc il faudrait que vous nous laissiez vos coordonnées et on reviendra vers vous. Voilà, donc le lien apparaît tout en bas, donc publié par notre modératrice Anne Gestin. Il vous suffit de cliquer dessus et puis de remplir les différentes informations qui vous sont demandées. Alors, on avait déjà un témoignage, hein, donc une personne qui explique qu'elle a été atteinte de 4 maladies professionnelles reconnues et liées aux fuites de coupe. Donc effectivement, le risque, s'il ne se voit pas toujours, il est très concret malheureusement. On a également de la même personne donc une remarque sur le fait que on a peut-être laissé entendre, ou c'est moi qui l'ai présenté ce slide, que les métaux solubilisés se trouveraient uniquement dans les huiles neuves. En fait non, hein, c'était des listes qui n'étaient pas limitatives. On peut retrouver des traces de métaux dans toutes les huiles, qu'elles soient neuves ou usagées. Et puis enfin, une question, pourquoi le cancer du larynx lié aux fluides de coupe n'est pas reconnu en maladie professionnelle? Donc là, je vais peut-être orienter cette question vers notre référente risque chimique de Bourgogne-Franche-Comté, qui est Catherine Brugnot. Catherine, est-ce que tu veux bien prendre la parole ? Oui, merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va donc traiter cette question de la reconnaissance éventuelle du cancer du larynx, qui est un cancer très particulier. Alors, juste au préalable, je voudrais rappeler que la reconnaissance d'une maladie professionnelle peut se faire à travers le système classique, si j'ose dire, des tableaux que tu as évoqués tout à l'heure, Olivier, en citant un certain nombre de tableaux qui peuvent être mobilisés, entre guillemets, dans la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Et en parallèle de ce système de tableaux, quand par exemple une pathologie n'existe pas dans ces tableaux, on peut essayer de faire reconnaître le caractère professionnel d'une maladie au travers du système complémentaire. Ce système complémentaire, en fait, étant basé sur l'examen du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui est composé de 3 médecins. Et là, dans ce cadre-là, on doit, en particulier si c'est une pathologie qui n'est pas visée par les tableaux, on doit apporter, lors de l'examen du dossier, lors de l'instruction et de l'examen du dossier, la preuve d'un lien direct et essentiel, et je dis bien direct et essentiel, entre la pathologie et les expositions qu'a pu connaître le salarié. Donc, on voit bien là les deux systèmes. Alors, au jour d'aujourd'hui, le cancer du larynx n'est pas concerné par les tableaux de maladies professionnelles. Je rappelle juste en passant qu'il y a 100 tableaux. Enfin, on en est au numéro 100 des tableaux de maladies professionnelles, le dernier concernant la Covid-19. Donc, le cancer du larynx ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et donc ne peut être reconnu au jour d'aujourd'hui qu'au travers du système complémentaire, donc après orientation du dossier vers le C2RMP, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que la personne qui nous écoute aujourd'hui parle
comment dire, d'un parcours qui a peut-être été un petit peu compliqué, un petit peu long, certainement. Après, je ne connais pas évidemment les 4 maladies professionnelles qui ont été reconnues, mais si dans celle-là figure le cancer du larynx, on peut imaginer que cette instruction est un petit peu plus longue parce qu'effectivement, il faut enquêter, il faut apporter toutes les preuves de l'exposition, justement, des expositions qui peuvent être subies par le salarié dans le cadre de son travail. Et la décision donc est bien prise par les 3 médecins qui siègent au C2RMP. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Catherine. Il nous reste une question, plutôt une remarque, donc Madame Rec, qui précise merci pour le travail de synthèse et surtout pour le réseau Carinvent, donc qui a été mentionné tout à l'heure et créé par la CARSAT Nord-Est, une véritable aide pour les entreprises en projet sur ce sujet. Voilà. Et ben on peut peut-être terminer sur ce témoignage puisque donc on n'a plus de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention et donc encore une fois, si vous aviez d'autres questions qui vous venaient, vous pouvez les saisir via le questionnaire qu'on vous a transmis ou alors nous écrire aux adresses email qui arrivent ici en fonction de votre dépendance à tel ou tel CARSAT. Donc là, c'est les adresses email qui nous arriveront concernant le risque chimique. Merci de votre attention, merci de votre participation. Au revoir.